Léonie et son assistant. Super. Il existe toute une palette de voies pour faire venir des prospects sur votre site internet, qu'on peut appeler des canaux d'acquisition. Cela va de la publicité display ou sur les réseaux sociaux à l'influence en passant par le référencement naturel. Passons-les en revue. C'est ça. Le principe consiste à déterminer ceux qui seront adaptés à votre business pour constituer un mix optimal. Alors, comment s'y prendre ? On attend que tu nous dises. Exactement. Le principe théorique consiste à exploiter les canaux où se trouvent vos prospects, adaptés à votre budget et bien sûr ceux qui s'avéreront rentables. La rentabilité, il faut démarrer avec des hypothèses et vérifier si, après exploitation, les canaux sélectionnés amènent de la rentabilité, c'est-à-dire si les canaux sélectionnés vous amènent des prospects susceptibles d'acheter sur votre site. Comme je dis toujours, rentabilité et tranquillité. Yeah. Une mauvaise sélection de canal serait donc privilégier un qui vous apporte beaucoup de trafic, mais un trafic peu qualifié de visiteurs qui ne restent pas sur le site, ne reviennent pas et surtout n'achètent pas. La performance d'un canal d'acquisition doit donc toujours être mesurée en fonction du taux d'achat des prospects qui l'amènent. En général, on utilise le ROAS, le Return on Ad Spend. Yeah. Il s'agit du chiffre d'affaires hors taxe généré pour 1 € hors taxe investi. À la One Again, aujourd'hui, le tuto. En dessous de 1, vous perdez de l'argent sur votre canal. Au-dessus, le canal commence à contribuer à votre entreprise. En fonction de la marge générée, il convient de trouver votre point mort, c'est-à-dire le ROAS nécessaire pour que le canal commence à contribuer à la marge de votre entreprise. Par exemple, votre business est de vendre un produit qui coûte 100 € hors taxe à l'unité, dont la marge est de 60 € par produit et le coût de revient 40 €. Eh bien, si vous investissez 100 € dans votre canal et que ce dernier vous rapporte une vente à 100 €, votre ROAS sera de 100 sur 100 égale 1. Vous aurez dépensé en tout 100 € de publicité plus 40 € de coût de revient, soit 140 €. 100 € de chiffre d'affaires moins 140 € d'investissement, eh bien, vous êtes déficitaire de 40 €. Si vous investissez 60 € dans votre canal et qu'il vous rapporte une vente à 100 €, eh bien, votre ROAS sera de 100 sur 60, c'est-à-dire de 1,67. Vous aurez dépensé en tout 60 € de publicité plus 40 € de coût de revient, soit un total de 100 €. 100 € de chiffre d'affaires moins 100 € d'investissement, vous êtes à l'équilibre. Si maintenant vous investissez 40 € dans votre canal et qu'il vous rapporte une vente à 100 €, eh bien votre ROAS sera de 100 sur 40, c'est-à-dire 2,5. Vous aurez dépensé en tout 40 € de publicité plus 40 € de coût de revient, soit un total de 80 €. 100 € de chiffre d'affaires moins 80 € d'investissement, vous l'avez compris, vous êtes l'heureux bénéficiaire de 20 €. Dans cet exemple, les canaux d'acquisition sélectionnés ne doivent pas avoir un ROAS de moins de 1,67. Ça y est, il repart dans les maths. Ça me rappelle Christian, quand il me fait imprimer ses tableaux Excel. Cet exemple, Léonie, est très simplifié. Il ne tient pas compte, entre autres, du coût de mise en place et d'exploitation du canal d'acquisition. Par exemple, le coût de production des vidéos en cas d'une publicité ou celui du salaire de la personne qui va gérer la campagne. Attention, le ROAS peut être influencé par d'autres facteurs que la qualité de votre canal d'acquisition, notamment par la performance de votre site internet. En effet, votre canal peut être parfaitement exploité, mais si votre site internet est défaillant ou les produits en rupture de stock, alors le chiffre d'affaires ne sera pas au rendez-vous et le ROAS mauvais. Il convient donc de brancher vos canaux sur un parcours client qui soit opérationnel. Nous en parlerons dans des épisodes suivants. On se sent moins bête, hein. Oui, c'est un peu le but. Maintenant que vous savez déterminer la rentabilité d'un canal d'acquisition, il faut vous lancer dans la sélection des canaux que vous allez tester. Prenez un nombre raisonnable de canaux. Développer une stratégie efficace pour un canal d'acquisition prend du temps et de l'argent. Alors il convient d'être réaliste par rapport à vos capacités et de commencer par 1 ou 2 canaux. Donnez-vous aussi le temps de réaliser correctement le travail de développement avant de vouloir analyser des résultats et de valider ou invalider un canal. Il faut prendre le temps de tester plusieurs configurations, d'obtenir les meilleurs résultats possibles et de tirer de ceci ses conclusions.
Ceci est impossible à faire avec trop de canaux en même temps. Il vaut mieux donc en sélectionner 1 à 3 et les faire correctement. Tirez vos conclusions et à partir de là, soit les conserver ou les éliminer. Puis relancez le développement de 1 à 2 nouveaux canaux. Quel est l'éventail des canaux d'acquisition ? D'abord, la publicité payante. L'offre de publicité payante est vaste sur Internet. Il convient donc de choisir l'offre adaptée à votre cible et à votre budget. Les réseaux sociaux ont une offre de publicité payante. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest et consorts. Tous ces réseaux ont des régies publicitaires qui vous permettent de payer en échange de visibilité. Il s'agit d'environnements intéressants car les réseaux sociaux savent beaucoup de choses sur leurs membres et offrent des possibilités de ciblage efficaces. Ils sont aussi accessibles, il est possible d'y commencer et d'y perdurer avec des budgets modestes. En revanche, attention, ils demandent, outre de savoir maîtriser l'outil de programmation publicitaire, ou de payer une personne d'ailleurs tierce pour le faire, d'avoir à disposition des contenus, idéalement des vidéos, pertinents. Bien sûr, un canal d'acquisition est égal à un réseau social. Chaque réseau fonctionne de façon unique, nécessite des contenus spécifiques et est fréquenté par une audience particulière. Non seulement il sera trop fastidieux de vouloir les exploiter tous, mais ce serait contre-productif puisqu'il y a très peu de chances que votre cible se trouve à la fois sur Facebook et sur TikTok. Il y a ensuite la publicité display. Les bannières de publicité que l'on retrouve sur la plupart des sites de contenu gratuit et qui permettent à ces sites de générer du chiffre d'affaires. Ces espaces sont exploités par des régies publicitaires gérées par différents réseaux, parmi lesquels on retrouve Meta, ex-Facebook et Google. Ainsi, une publicité programmée sur Facebook ou Instagram peut également être distribuée sur le réseau display qui dépasse ces deux réseaux. On peut également s'adresser à d'autres régies. On trouve aussi les contenus sponsorisés et mis en avant. D'autres sites de contenu choisissent de monétiser eux-mêmes les espaces publicitaires de leur site. Il peut s'agir de payer pour un article, de payer pour la mise en avant d'un article, sur la page d'accueil du site par exemple ou sur le mailing de ce dernier. On pourrait rapprocher cela des posts sponsorisés de Facebook et Instagram, qui consistent à payer pour augmenter la visibilité d'un post censé être naturel, à savoir posté dans la timeline du compte d'une marque. Ce contenu peut être confondu par le lecteur avec un article de presse classique ou une prise de parole gratuite de la marque. Ce genre de pratique se situe à la limite de l'influence puisqu'elle consiste pour ces sites à exploiter l'audience qu'ils ont réussi à créer grâce à leur ligne éditoriale. Passons ensuite au référencement payant. Un autre espace fort fréquenté et qui compile beaucoup d'informations sur ses visiteurs est l'univers des moteurs de recherche dominés par Google. Il s'agit alors de payer pour que sa marque apparaisse en tête des résultats de recherche pour un mot-clé ou une requête donnée. Ah là là, payer pour être connu. Je sais pas ce que c'est, moi. Et tu as bien de la chance, Léonie. Il s'agit d'une stratégie justifiée. Si votre cible effectue des recherches dont votre produit ou votre service est la réponse, ou pour protéger votre marque dans l'hypothèse où vos concurrents voudraient surfer sur votre notoriété et se positionner sur votre nom de marque, les coquins. Par ailleurs, le référencement payant est une manière de déterminer rapidement si certains mots-clés sont particulièrement intéressants pour votre business. S'ils sont l'objet de beaucoup de recherches, votre site constitue un résultat qui intéresse ses requêteurs. Et enfin, s'il constitue un trafic qui conduit à des ventes. Cela peut vous conduire ensuite à vouloir être naturellement présent dans les résultats de recherche correspondant à ces mots-clés ou requêtes et d'investir en ce sens. Google, dans sa quête de diversification, a réussi à installer Google Shopping dans l'usage de ses visiteurs grâce à son intégration aux résultats de recherche. Ainsi, pour un mot-clé donné, Google affiche en haut de la tête de page une ligne de résultats de produits Google Shopping. Naturellement, Google donne la possibilité de payer pour bénéficier d'une bonne exposition de ces produits dans Google Shopping et d'une exposition dans la page principale de résultats de recherche. Les résultats s'affichant sous forme d'images sont évidemment particulièrement performants. Je dis souvent, me voir, c'est m'aimer. Passons maintenant à la presse et l'influence. On a coutume d'associer presse et influence puisqu'ils partent à l'origine du même principe. Il s'agit de porter vos produits à la connaissance de personnes ayant une audience et donc de l'influence et espérer que ces derniers les aimeront et en parleront sans contrepartie financière autre que le don éventuel du produit en question.
Côté presse, c'est un principe préservé et l'objet d'un travail relationnel géré par les attachés de presse. Il consiste à maîtriser la façon de contacter les journalistes, le type d'informations à leur donner comme des photos, des textes et surtout d'avoir un bon carnet d'adresses et une relation privilégiée avec ces derniers afin d'obtenir des parutions. Allô Jean-Claude ? Oui, c'est Léonie. Tu sortirais un bel article sur moi là. Léonie à la plage, Léonie prend le métro, Léonie... Merci. Il n'y a pas de spécificité digitale ici. Il s'agit d'un travail classique de relations presse, à ceci près qu'il convient d'inclure les parutions digitales à son scope et en particulier les parutions spécialisées, blogs de semi-amateurs par exemple, tant que ces derniers ont l'attention de votre cible. Côté influence, tout dépend de la taille de la communauté de l'influenceur visé. Sur des petites communautés, il est possible d'espérer une mise en avant d'un produit si l'influenceur l'apprécie sincèrement. Il est plus probable que ces derniers devra être rémunérés en échange de la production du contenu où il mettra en avant votre produit et pour la promotion auprès de sa communauté. Ceci étant dit, les contenus produits par les influenceurs peuvent être particulièrement intéressants à utiliser dans des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Il existe à présent des intermédiaires en influence qui se chargent de la sélection, de la prise de contact et de la négociation avec les influenceurs. Je vous laisse le numéro de mon agent alors. Passons au référencement naturel. D'abord, dans les moteurs de recherche. Comme son nom l'indique, le référencement naturel consiste originellement à être naturellement bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche pour une requête donnée, c'est-à-dire que sans payer pour cela. Cela implique que le moteur de recherche considère que votre site est la réponse la plus pertinente à cette requête. La stratégie de référencement naturel consiste alors à jouer avec le fonctionnement des moteurs de recherche pour améliorer son ranking. Dans tous les cas, il s'agira toujours d'optimisation d'un référencement qui devra avoir du sens, de la pertinence. S'il est de toute façon de moins en moins possible de berner les algorithmes, les visiteurs, eux, s'apercevront vite si votre site ne répond pas à leurs besoins. Et essayez de vous positionner sur des requêtes de personnes qui ne sont pas intéressées par vos produits ou votre contenu ne vous mènera nulle part. Inutile donc de vous positionner sur les planches à voile si vous vendez des planches à repasser. Ah, qu'il est drôle! Nous allons principalement parler de Google ici. Oui, c'est le moteur le plus utilisé et on a coutume de penser qu'un travail de référencement bien fait à destination de Google sera efficace pour les autres moteurs. Attention cependant à vérifier d'y être référencé tout de même, mais surtout de vous interroger sur l'usage de votre cible. Peut-être vous adressez-vous à une cible qui déteste Google et qui utilise en majorité un autre moteur. Alors, première étape, évaluer le potentiel du référencement naturel avant de se lancer. Une stratégie de référencement naturel demande un travail important et de longue haleine, dont les fruits mettent plusieurs mois à apparaître. Aussi convient-il d'être certain que cette stratégie est pertinente avant de la déployer. Pour cela, il faut avoir la conviction que votre produit ou votre service ou que le besoin auquel il répond peut faire l'objet d'une requête dans un moteur de recherche. Exemple classique, personne n'aurait fait de requête sur un iPhone avant son lancement. Ce produit n'existant pas, personne n'avait conscience d'en avoir besoin. Et oui, ça reste du bon sens. Il en faut toujours un peu. Vous devez aussi établir une vaste liste de mots-clés et des requêtes susceptibles d'être utilisées par votre cible et vérifier leur volume de recherche dans Google grâce au Keyword Planner de Google Ads. Si le volume est conséquent, alors on peut imaginer que le jeu en vaudra la chandelle. Cela peut aussi vous aider à déterminer quels sont les mots-clés et les requêtes les plus stratégiques pour vous. Comme évoqué plus haut, lancer une campagne d'achat de ces mots-clés peut être également intéressant pour évaluer rapidement leur potentiel et vous aider à imaginer le volume de vente qui pourrait émaner de ce canal et en évaluer le potentiel. Deuxième étape, le déploiement de la stratégie de référencement naturel. Une stratégie de référencement naturel comporte plusieurs axes de travail, comme l'optimisation de votre site internet. Il existe un certain nombre de critères pour qu'un site soit bien accueilli par Google. Ces critères répondent tous au même souci de Google, être certain d'offrir une expérience excellente à ses visiteurs. Donc de les envoyer sur des sites fonctionnels, rapides, ergonomiques, en particulier sur mobile, pertinents et accessibles.
L'optimisation de l'apparence de vos résultats de recherche. En effet, à quoi bon être bien référencé si votre résultat n'intéresse pas le visiteur? Cela passe par le travail du titre, de la description et de l'ensemble des outils mis à disposition par Google dans la structure de ses résultats de recherche. L'optimisation de votre contenu. En effet, il existe ici aussi un certain nombre de principes à respecter dans la construction de vos textes et l'emploi de vos mots-clés et de leur univers sémantique, afin d'améliorer la compréhension de Google quant à votre pertinence. L'optimisation de votre crédibilité de marque auprès de Google. Google dispose de nombreux services qui s'entrecroisent et qui sont tous utilisés pour établir le niveau d'authenticité d'une marque. Ainsi, est-il devenu indispensable de bien alimenter son compte Google My Business pour être identifié comme tel par Google. Qu'en est-il du référencement sur les réseaux sociaux? Ces derniers sont devenus des univers à part entière sur Internet, au même titre que Google. Ils disposent donc d'outils d'indexation et de découverte qui peuvent être utilisés pour mettre votre marque en avant. Vous pouvez recourir à des stratégies de mots-clés, hashtags sur Instagram, aux stratégies de référencement au sein de YouTube en passant par la création de contenus viraux. Ces stratégies nécessitent un mix de connaissances techniques de ces plateformes et d'expertise pour la production de contenus engageants. Après le référencement naturel, parlons des partenariats et des échanges de visibilité. L'échange de visibilité consiste à identifier des marques ayant une audience similaire à la vôtre et de proposer la mise en avant ou la promotion de leurs produits, services, messages à votre communauté en échange d'une promotion ou d'une mise en avant de votre marque auprès de la leur. C'est du troc. Ceci peut prendre des formes variées. Échange de posts, concours en commun, billets de blog, encart dans une newsletter, shooting commun. Qui veut faire un partenariat avec moi? Génial! Enfin, terminons avec la délocalisation de son espace de vente, les marketplaces et les réseaux sociaux. Les marketplaces sont des sites proposant à la vente des produits de diverses marques. Elles sont en général organisées autour d'une proposition de valeur. Depuis Amazon, qui promet des prix avantageux et une livraison rapide, aux fins de stock de VP en passant par des plateformes par cible comme Smallable qui vise la famille. Être référencé dans une ou plusieurs marketplaces offre l'avantage de porter vos produits à la connaissance des visiteurs de ces plateformes qui bénéficient souvent d'un trafic conséquent. Dans la même veine d'une stratégie de distribution en revendeur physique, il s'agit de sélectionner là où les marketplaces fréquentés par votre cible et qui soient en phase avec votre image de marque. Une marque de luxe ne vendra pas ses produits sur Amazon. Elle pourra envisager d'en référencer certains sur net-à-porter.com. Ici encore, rien ne vient sans travail. Pour bénéficier de l'audience d'une marketplace, encore faut-il vous assurer que vos produits y soient bien référencés, dans les catégories appropriées, dans le moteur de recherche et bien présentés. Par ailleurs, pour être avantageusement mis en avant sur ces services, il vous faudra acheter leur espace publicitaire, sachant que ces plateformes peuvent prendre jusqu'à 20% de commission sur le chiffre d'affaires TTC. Faites bien vos calculs avant d'y référencer vos produits et d'y acheter de la visibilité. Bon, moi je vais poster sur mon compte Insta.